que Marie-Cène, vous venez de nous décrire 40 ans d'engagement politique pratiquement. Vous venez de nous dessiner la future collectivité unique. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous retenez de vos 40 ans à la tête, on peut dire, de ce pays-là? On entend certains se dire, les bâtisseurs de paradis, qu'avez-vous fait et qu'avez-vous retenu? Et puis, comme il disait tout à l'heure, Jean-Jacques, vous aviez un mouvement qui s'appelait la parole au peuple. Et cette parole, vous l'avez vraiment entendue? Et est-ce que vous êtes... est-ce que le peuple l'a entendu? Est-ce que vous êtes toujours le porte-parole du peuple martiniquais? Et qu'est-ce qui, selon vous, pourrait changer, en tout cas, dans la future collectivité? Mais avant tout, bilan. Bien, en tout cas, je ne suis pas encore à la retraite politique. La fête de Marie-Jeanne non plus, quoi qu'on dise. 40 ans, il n'a pas si vite passé. Quand on travaille beaucoup, on ne voit même pas le temps passer. Alors, faisons un bilan, comme vous dites. D'abord, j'ai décrit tout le processus qui a fait que c'est nous qui avons amené cette question sur le tapis. Plus personne ne parle de mère patrie. Nous avons fait disparaître ce terme. Plus personne ne nous appelle les aventuristes. On a fait disparaître ce terme. Rappelez-vous, nous avons eu des camarades qui ont été emprisonnés. Je parle de ceux de l'OJA. Tout simplement parce qu'ils étaient indépendantistes. Eh bien, ils ont payé de leur personne, de leur liberté, le droit d'être indépendantistes. Ça, c'est le premier pas dans le progrès des idées. Nous allons progressivement arriver à faire admettre au peuple lui-même qu'il est un peuple, que nous sommes Martiniquais. Et actuellement, il y a beaucoup de Martiniquais qui regardent les gens droit dans les yeux et qui disent « je suis fier d'être Martiniquais ». Vous êtes sûr de ça? Oui, je suis fier d'être Martiniquais, parce que nous nous sommes battus, nous ne sommes pas les seuls, à faire en sorte que nous nous considérons comme peuple, que nous ne soyons pas complexés devant les autres. Deuxièmement, qu'est-ce que nous avons fait? Alors, j'ai d'abord fait des choses avant d'être élu. Des syndicalistes. La grève de la banane, j'y étais. Chanvé. J'y étais. Comme militant clandestin. J'y étais personnellement. Le jour de Chanvé. Eh bien, j'étais très content parce que de 1972 à 1974, nous avions mené une lutte pour informer, éduquer les ouvriers de la banane. Et en 1996, me semble-t-il, si ma mémoire ne fait pas défaut, nous avons pu signer une convention collective de la banane et nous avons fait entrer les ouvriers de la banane dans la modernité. Ils sont devenus mensualisés. Ils ont une grille de salaire, alors qu'avant ils étaient payés au SMIC, il fallait attendre le SMIC. Même pas le SMIC, le SMAG augmente. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Chalvet, de Mme Camille Moudouèche, que je recommande, et qui décrivait les difficultés. C'est nous, les patriotes, qui avons apporté ça. Et puis ensuite, nous sommes partis à la conquête de la responsabilité. Et puis, le peuple nous a porté en 1998, puis en 2004, à la tête du conseil régional. Mais pendant que nous étions à la région, au début, lorsque nous sommes arrivés, nous avons vu qu'à chaque entrée scolaire, il y avait des parents angoissés parce qu'ils ne trouvaient pas de place au lycée. Actuellement, on nous dit qu'il y a presque trop de lycées en Martinique, puisque les différents recteurs successifs proposent de fermer les lycées. Ils ont voulu, à un moment donné, fermer le lycée à Cajou 1. Il y a 2 ans, ils voulaient fermer le lycée Saint-James. Comme on dit, il y aurait trop de lycées. Eh bien, à la tête de la région, parce qu'Alfred Marie-Jeanne m'avait confié cette responsabilité, construit le lycée de Lucos, le lycée de Bellefontaine. Et nous avons reconstruit le lycée d'André Aliquer à Cluny. Et nous étions presque prêts à reconstruire démolir et reconstruire le lycée de Chelcher pour que les jeunes ne soient plus en insécurité à cause des risques sismiques. On nous a arrêté en Brinvol, le maire de Fort-de-France de l'époque, qui a refusé le permis de construire parce qu'ils avaient très récemment, par rapport à la date de dépôt de permis de construire, obtenu le droit que ce soit eux qui donnent le permis de construire lorsqu'une autre collectivité veut construire. Savez-vous que 6 mois avant le dépôt du permis de construire, la demande de permis de construire à la Dégué de Fort-de-France, ce n'était pas les maires qui attribuaient les permis de construire lorsqu'une autre collectivité voulait construire, c'était le préfet. Bon.
c'est bien, maintenant on a renforcé le pouvoir des maires, ce sont les maires qui délivrent le permis de construire. Mais ça donne la possibilité aux maires de pouvoir dire ou non à une demande de permis de construire d'un président de région ou d'un président du conseil général. Mais c'est ça que le maire de Fort-de-France de l'époque a fait. Il n'a pas donné le permis de construire pour construire ici les chers. Comme l'ironie, en 2010, il devient président de région. Et qu'est-ce que nous constatons? Il reprend le même projet et il demande au maire qu'il a succédé par intérim à la mairie de Fort-de-France de modifier le plan local d'urbanisme concernant le secteur de Monabella pour rendre le plus, comme ça on dit, compatible avec le projet. Et comme ça, on lui a donné le permis de construire. Vous voyez, donc c'est la politique politicienne. Mais en tout cas, nous sommes fiers de cela. Et puis, j'étais en charge depuis 1992 de la formation professionnelle. Eh bien, il y avait des jeunes voulant faire de l'apprentissage qui, bien qu'ayant trouvé une entreprise pour être leur patron, n'arrivaient pas à trouver de place dans les CFA. Et en particulier le métier du BTP, que je connais bien, que j'ai été longtemps syndicaliste dans le BTP. Notre fierté est d'avoir construit le CFA BTP, qui actuellement, j'ai vu que le président actuel de la région veut le transformer en université des métiers. Et bien ça, c'est notre fierté. Et puis nous avons développé, en multipliant par 10 ou 12, le nombre de jeunes qui ont quitté l'école sans qualification et qui trouvent une place dans la formation. En tout cas, dans la période qui va jusqu'à 2010, nous pouvions dire que nous avions augmenté le nombre d'apprentis et augmenté le nombre des jeunes en formation. Actuellement, malheureusement, j'ai vu que les statistiques sont en train de dégringoler, je suis navré de cela. Mais lorsque nous regardons cela, et en particulier le fleuron dont je suis le plus fier, parce que c'est un projet porté par le MIN depuis très longtemps, qui consiste à dire que nous sommes un tout petit pays et que lorsque nous allons faire de la production, ce sera à petite échelle. Donc ce n'est pas par la production de masse que nous allons pouvoir émerger, il faut faire de la production de produits à haute valeur ajoutée, pour apporter de la valeur ajoutée la plus haute. Or, ça s'obtient parce qu'il faut avoir des personnes de haute compétence. Mais nous avons créé la bourse doctorale, ça n'existait pas avant nous, pour avoir beaucoup de chercheurs et de doctorants dans tous les domaines. Et puis nous avons créé un pôle de recherche, parce qu'avant nous, toute la recherche était faite par les institutions françaises installées ici, mais qui recevaient leur ordre de Paris. Nous avons créé le PAM, le pôle agroalimentaire régional de Martinique, pour faire de la recherche-développement à partir des produits de la terre, de la mer, et les transformer pour faire des produits presque de luxe, pour que même si la production est petite en quantité, mais que la valeur ajoutée que le producteur peut y introduire va faire qu'il va pouvoir vivre du fruit de son travail. Eh bien ça c'est ce que nous avons remporté, et tellement que tout le monde maintenant reconnaît la valeur du PAM, parce qu'à peine les autres sont arrivés en 2010, ils se sont précipités pour mettre leur dévolu là-dessus, et quand ils font l'histoire du PAM, ils effacent. Les électeurs n'étaient pas au courant de ça. Alors justement, vous n'avez pas suffisamment aidé pour faire connaître notre politique. Alors avec un tel bilan, M. Marissette, comment vous avez pu perdre l'argent? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le lecteur ne vote pas sur des bilans. Nous avons compris ça, les autres croient que c'est sur le bilan. Vous savez qu'à la veille des élections, en particulier pendant la consultation pour l'autonomie en article 74, toutes les forces conservatrices et réactionnaires se sont liguées pour casser l'image d'Alfred Marie-Jeanne. Voulant faire croire que, en votant pour le projet que nous présentions, que les Martiniquais allaient perdre leurs avantages sociaux, qu'ils allaient perdre le RMI. Et vous avez vu, tout à l'heure, vous avez posé la première question que vous avez posée, est-ce qu'on ne va pas perdre les dotations? C'est avec cette histoire de paix, fais-nous une paix. Vous voyez le signe, fais-nous une paix. Je ne veux pas faire d'attaque contre qui que ce soit. Non. Mais on s'est amusé à nous faire peur. Et évidemment, nous n'avions pas les mêmes moyens de communication que les autres. Bien. Nous étions persuadés qu'en travaillant beaucoup, le peuple allait se rendre compte lui-même de ça. Et pendant ce temps-là, il y a des adversaires qui ont expliqué, fait mon fait, ce qui fait que nous n'avons eu que, je crois, que 24% ou 26% pour l'autonomie de l'article 74. Et dans la foulée,
En 2010, Alfred Marie-Jeanne n'a fait que 42%. Il y a quand même 42%. Ceux qui sont au pouvoir ont fait 47%. Ils n'ont pas la majorité. Nous, en 2004, lorsque Alfred Marie-Jeanne est devenu pour la deuxième fois président de la région, il avait fait 53% des suffrages exprimés. Donc, cette défaite, c'est une défaite, mais elle est honorable. Nous résistons. Et vous avez vu que 2 ans après leur arrivée au pouvoir, ils n'étaient pas arrivés à convaincre le peuple, puisque le même peuple qui n'avait pas voté Alfred Marie-Jeanne l'ont élu député dans le Centre-Atlantique. Parce qu'il avait, de manière très courageuse, laissé le Sud, où l'électorat lui était acquis, passant la flambeau à notre camarade, dont nous sommes très fiers, un jeune camarade, dont nous sommes très fiers, Jean-Philippe Nilor, qui a été élu dans le Sud, Alfred Marie-Jeanne dans le Centre, et le MIN, que l'on considère comme battu, a eu 2 députés. Nous avons 2 voix actuellement qui s'expriment en notre nom à l'Assemblée nationale française, et vous croyez que nous sommes en situation d'échec. Et puis à la région, je suis chargé de coordonner un groupe de 12 salariés, et nous ne laissons rien, de 12 élus, pardon, 12 élus, c'est mon réflexe de syndicaliste, 12 élus, et nous ne laissons rien passer. À chaque fois que nous voyons des maldones, ou bien des points qui ne sont pas dans l'intérêt des peuples martiniquais, mais nous le faisons savoir, nous communiquons maintenant. Ils sont majoritaires, parce qu'ils ont une prime de 25%, ils sont pas majoritaires dans les urnes, ils sont majoritaires dans l'Assemblée, ils font passer leur politique, mais nous, le dénonçons, avec les moyens que nous avons. Ah, il semblerait que l'actuelle majorité, très souvent, c'est suite à ce que vous dites en plénière ou en CP, que certains dossiers sont modifiés. Oui, il semblerait que vous les aidiez, quoi. Vous les aidez. Oui, beaucoup de militants me disent ça. Me disent, ouais, mais tu es trop pressé de critiquer parce que c'est pas les affaires.